two, one. Demain tout ira mieux. A prison for your mind. La clique analytique. Le podcast. Bonjour, on se retrouve pour le 4e épisode de notre série de 5 épisodes sur le squat Saint-Just qui s'inscrit dans la thématique sur laquelle on travaille en ce moment, la thématique des murs. Et aujourd'hui, on va entendre le témoignage d'Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Comment ça va ? Super. Alors aujourd'hui, on est au squat Saint-Just, toujours. Oui. Et on s'était déjà rencontrés dans un événement, tu te rappelles ? Je me souviens très bien, ouais. On s'était vu et on avait eu pour idée de peut-être enregistrer un petit podcast comme ça, ou pour que tu puisses nous raconter un peu ton histoire. Ça marche. Et tu avais été intéressé, tu me Ouais, ça m'intéresse toujours, ouais. Ça t'intéresse toujours, très bien. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ? Ça dépend, vous me parlez de mon parcours ou comment ? Ah bah voilà, ton parcours, c'est une bonne idée. Ouais. Bon, je sais pas, je vais vous raconter simplement pourquoi j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour des problèmes de famille. Ouais. Parce que comme chez nous, il y a tout le temps des histoires qui ne finissent pas entre le père et la mère. Parce que mon père, c'est un pratiquant, un religieux qui est un peu très musulman. Et il aime beaucoup appliquer tout ce qui est un peu comme la charia en famille. Et moi, je suis le seul garçon d'une famille de membres de 3 personnes. J'ai une petite soeur et j'ai une grande soeur. Et ma grande soeur qui est un peu plus âgée que moi. Voilà, mon père, il exigeait à ce qu'elle se marie très vite, quoi. Et elle était libre de faire ce qu'elle veut parce qu'elle se disait que vraiment, il faut qu'elle choisisse la personne avec qui elle va faire sa vie, quoi. Et voilà, le père, il décidait que non, il faut que ce qu'il dit, il faut qu'il soit comme il veut, quoi. Et ça ne marchait toujours pas pendant des années. Et ma mère aussi, elle était du côté de ma soeur. Donc elle décidait que non, ma grande soeur est libre, elle peut faire ce qu'elle veut. Et c'est un peu le conflit familial qui se passait toujours au pays. Voilà, et à cause de ça, ils ont eu des grandes discussions tout le temps jusqu'à la police intervenait. Et ils ont décidé de se séparer. Jusqu'à ce que la police intervenait ? Oui, c'est lorsqu'il y avait des coups de violence qui se passaient. Ça arrivait plusieurs fois. Moi, j'étais aussi victime de ça avec mon père. Et là, quand ils ont décidé de se séparer, moi, je suis resté avec ma mère et mes 2 sœurs. Et voilà, c'était tellement compliqué, elle n'arrivait plus à subvenir à nos besoins, puisqu'elle était toute seule. Voilà, et les choses ont empiré toujours, puisqu'elle était seule, elle ne pouvait rien faire du tout. Elle aussi, elle était un peu malade. Et le temps passait comme ça, j'ai dû arrêter la scolarité tout d'un coup, voilà, parce qu'il n'y avait pas de suite, quoi. Puisqu'elle ne pouvait plus payer la maison et en plus payer la scolarité, quoi. La scolarité est payante ? Oui, en Côte d'Ivoire, elle est payante et très chère en plus. Très cher ? Oui. Moi, j'avais un niveau et j'étais tellement courageux et j'ai voulu faire des études, mais j'avais pas la chance, quoi, puisque la famille ne pouvait pas. Et ma mère, elle avait d'autres choses à faire, puisque ma soeur, elle est plus petite que moi. Et ma grande soeur, elle essayait de se débrouiller de tous les côtés, mais ça n'allait toujours pas, quoi. Est-ce que ta grande sœur, elle est à l'école aussi ? Ma grande soeur, elle allait à l'école, oui. Elle allait à l'école, mais je crois qu'elle aussi, elle a arrêté, quoi. Elle a dû arrêter pour les mêmes raisons ? Elle a dû arrêter pour aider un peu ma mère et tout. Puisque c'était tellement compliqué, avec les problèmes et tout. Et vu qu'elle était aussi toute seule, moi, je ne pouvais rien faire parce que je n'avais pas accès à tout ce que j'imaginais, comme essayer de faire les études après travailler. Bon, c'était un peu impossible, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais faire comme études ? Pour moi, en Côte d'Ivoire, je voudrais faire un peu comme j'ai un oncle là. Là, après le BTS, il avait les études en mécanique, un peu, je sais pas, chef mécanique dans le domaine naval, quoi. C'est ce que j'avais voulu faire, mais carrément, c'était un truc impossible, quoi. Impossible ? Ouais, je disais comme ça, puisqu'il n'y a personne pour me soutenir. Et voilà, ma mère aussi, elle pouvait pas. Elle aimerait bien que je sois à l'école, que je ne reste pas au quartier et tout, mais elle ne pouvait rien faire. Que vous ne restiez pas au quartier, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Rester au quartier, puisque chez nous, en Côte d'Ivoire, bon, il y a des quartiers quand même qui sont un peu violents et il y a tellement de problèmes qui se passent. Quand tu ne pars pas à l'école, tu restes, tu vas forcément fréquenter des mauvaises personnes, quoi. Les personnes qui sont là, qui sont plus âgées que toi. Mais puisque tu es là, tu ne fais rien, donc ils vont t'obliger à faire des trucs qui vont peut-être te mettre dans des problèmes après. Et ma mère, elle évitait toujours ça, quoi. Voilà, elle évitait toujours ça, elle me disait... Voilà, il faut que je reste comme ça, puisque je connais déjà qu'elle est toute seule, elle ne peut pas faire de grandes choses. Il ne faut pas que j'aille vers les problèmes, quoi. C'est ce qu'elle me disait toujours.
Donc je suis resté comme ça jusqu'à un bout de moment et voilà, c'est arrivé ce qui devait arriver, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, l'envie de sortir du pays, non? Comment? L'envie de sortir du pays, quoi. C'est ta mère qui a voulu que tu sortes du pays? Non, ma mère n'a pas voulu ça. En plus, elle ne savait pas. D'accord. Ouais. Bah, l'initiative est venue comme ça et je sais pas, comme aussi il y avait des gens du quartier qui en parlaient un petit peu parfois de prendre l'aventure, de sortir et tout. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu rester, parler un peu avec les amis de ma grande sœur. Et on a pu trouver une solution peut-être avec eux. S'ils venaient par exemple dans les différents pays pour arriver en Europe, on allait faire le chemin ensemble. Et c'est donc comme là, ça petit à petit jusqu'à arriver ici. Et alors, comment ça s'est passé ton trajet? Bah, c'était tellement compliqué. Je crois que j'avais même pas envie de parler de tout ça parce que c'était horrible, quoi. Ouais. Bah, c'est toujours ça, hein, parce que j'ai quand même fait une remarque que nous, on est tellement torpillés parce que je sais pas si c'est une couleur de peau, je sais pas. Mais partout où j'ai passé, j'ai vu vraiment que c'était horrible, quoi. La façon qu'on était, on ne considérait pas, on montait dans des véhicules où on mettait des bois sur nous pour ne pas qu'on bouge et tout. Voilà, dans le Sahara, c'était tellement compliqué. T'as bout de souffle Ils mettaient des complètement. poids Quoi. sur vous? Ils mettaient des bois, quoi. Parce que les transports, toujours dans les pays, je dirais dans les pays de transit, on n'a pas le droit de monter dans des véhicules normaux, quoi. Voilà, il y a des véhicules qu'on appelle les automafias, je dirais comme ça, qui sont là spécialement, qui vous transportent de nuit en nuit pour des endroits qui sont les principaux endroits pour avancer toujours, quoi, dans le Sahara ou peut-être à traverser la Méditerranée. Donc toujours, vous voyagez dans des voitures qui ne sont pas confortables. Et en plus, il y a trop de brutalité, quoi. Voilà. Avec ces gens qui nous transportent, parfois, ils nous font des trucs un peu comme le massacre, quoi. Voilà. Donc, Un peu comme quoi? comme le massacre, quoi. Ouais, parce qu'on voit des armes avec eux et on reste immobile, quoi. Ils nous tapent et tu vois, ça arrive comme ça tout le temps, quoi. Tu es passé par quel pays? J'ai passé par différents pays. J'ai passé d'abord par le Mali, l'Algérie, ensuite la Libye. Et j'étais en Italie et après je viens ici. Voilà. Est-ce qu'il y a un prix à payer pour les jeunes? Parce que on sait que pour voyager, il faut toujours un prix à payer pour les personnes. Ouais, il faut un Est-ce que prix. vous avez une dette, les jeunes aussi? Enfin, toi, en tant que jeune, tu as une dette à payer? Non, je crois pas parce que puisque j'étais accompagné des gens, les amis de ma grande sœur. Donc il y avait d'autres aussi qui étaient un petit peu dans le système, c'est-à-dire qu'ils ont voyagé avant. Donc ils nous disaient un peu, et surtout avec les gens avec qui j'étais, ils les disaient il y a des endroits où il ne faut pas aller. Et en plus, il faut toujours t'apprêter parce qu'il y a des gens qui vous prennent comme en otage, quoi. Ils vous envoient dans des maisons, dans des sous-sols, et vous êtes enfermés, voilà, jusqu'à ce qu'ils vous envoient une rançon. Et après, le chemin, il continue toujours, quoi. Ça a toujours été comme ça, quoi. Et toi, t'as eu ça? Oui, moi j'ai eu ça, mais j'ai pas trop duré, j'ai fait un mois enfermé, quoi. Et quelqu'un a payé la rançon? Oui, ma grande sœur. Ouais, ça, c'était à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Quand je suis arrivé, ça trouvait que celui avec qui j'étais aussi, lui, il ne savait pas, puisque c'était aussi sa première fois. Mais il avait d'autres amis qui connaissaient le chemin. Donc, arrivé là-bas, quand on est arrivé à la frontière, après avoir descendu d'un véhicule, il y a un autre véhicule qui est venu nous chercher. Sous prétexte qu'il va nous envoyer dans un endroit plus bien et qu'on n'a pas le droit de s'inquiéter. Et arrivé là-bas, on s'est rendu compte que c'était comme une prison, quoi. Voilà, c'était comme une prison, on était tous enfermés là-bas. Pendant des jours, on ne sortait même pas. Et on mangeait qu'une fois par jour en plus, quoi. Jusqu'à ils nous passaient des téléphones, on appelle 40 secondes, 1 minute, et après on raccroche. Voilà, on raccroche parce que quand vous appelez, il y a une pression, quoi. Ils vous tapent parfois, très mal en plus. J'avais même des blessures sur moi à prison. Ils vous tapent très mal pour que vous pleurez. Du genre, la famille, elle est très inquiète et tout. Voilà, donc ça a duré comme ça pendant un mois. Tout le temps, on est torpillé, quoi. Tout le temps, on nous frappe le matin jusqu'au soir. Et on ne peut pas sortir, en plus on est enchaîné, quoi. Voilà, ça a duré comme ça jusqu'à un mois et après, parce qu'ils ont envoyé de l'argent qu'ils demandaient après, je suis sorti. C'est comme ça. Et après, donc ça c'était en Libye? Non, ça c'était à la frontière entre l'Algérie et le Maroc et le Mali. Et après, tu as traversé la Méditerranée? Et oui, après, on est venu en Libye. Parce qu'avec le chemin, tout doucement, on a essayé d'avancer. Voilà. Arriver en Libye, c'était aussi très compliqué. Bon, la Libye, je ne me souviens pas bien d'un ville, mais
quand on a traversé la frontière qui était Deb pour entrer à Gadamès, là-bas aussi on nous a laissé, il y a eu des coups de feu. Voilà, il y a eu des coups de feu parce que notre convoi était du genre, je sais pas si c'est eux qui l'ont fait, mais c'est comme si c'était attaqué quoi. Voilà. Et là, on nous a mis dans le Sahara là-bas, on est resté là-bas pendant quelques jours. Après les coups de feu, ils ont réglé ça entre eux. Ils disent simplement qu'ils voulaient nous prendre pour nous envoyer dans un endroit. Je sais pas si c'était pour aller faire quoi. Et notre chauffeur, il a refusé quoi, qu'il nous emmène. Et on est resté là-bas. Après, il a pu rétablir son contact. Et c'est dans ça qu'on est allé au bord de l'eau. Ouais, on est allé à Sabrata, je me rappelle bien, Sabrata. C'est une ville? Oui, c'est une ville. C'est une ville de la Libye. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non, là-bas, on était en attente qu'on trouve une solution pour être embarqué, quoi. On était en attente, mais là-bas, c'était inhabitable, quoi, parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà passé, il y avait aussi des odeurs bizarres, comme des gens qui sont enterrés, je sais pas, pas loin de nous, tout ça. Personne n'arrivait à supporter. Comment? Qui sont enterrés, quoi, dans des campos où on attend d'être lancés à l'eau, quoi. Comme des gens qui, peut-être, je sais pas, ils n'ont pas pu supporter, qui sont restés. Voilà. Donc ça durait comme ça, et tout le temps. Moi, j'étais aussi malade là-bas, et j'arrivais même pas à bouger la main, quoi. On est resté, et après, ils ont trouvé une solution, on nous a lancé. On est monté sur l'eau, oui. C'était comme ça. Il a traversé. Oui, il a traversé, oui. T'as trouvé une solution pour traverser? Non, c'est eux qui nous ont aidés, quoi. Qui ça, eux? Et les trafiquants. D'accord. Les trafiquants, les Arabes, quoi. Et donc, ils ont envoyé des Zodiacs et d'autres personnes, ceux qui savaient conduire, ils sont allés essayer le Zodiac. Quand tout était bien, ils sont venus. Et c'est dans ça que la nuit, aux environs de 4 heures, ils nous ont fait sortir. Et après, on nous a envoyés au bord de l'eau et ils nous ont lancés. Ils ont pompé le Zodiac et on est monté. Après, il y avait aussi des gens qui étaient derrière, c'était eux avec les armes dans un autre bateau, quoi. Donc quand on a quitté un peu sur les côtes et après ils se sont retournés. Il y avait des vomissements, il y avait des femmes aussi. Je sais pas, il y avait une femme aussi qui n'a pas pu sortir là et tout. Il y avait aussi des gens qui sont restés, quoi. Qui sont restés? Oui, ils sont morts, quoi. Dans le Zodiac, oui. Et après on est rentré, la Croix-Rouge nous a pris. Après quelques jours, je crois qu'on a fait au moins 1 jour et demi ou 2 jours comme ça sur l'eau. Sur le bateau? Oui, sur le bateau. Ça vomissait, ça faisait des trucs. Personne n'était dans des conditions, quoi. On pensait seulement que c'était peut-être soit l'Europe, soit... Et on ne se retournait pas, quoi. Voilà. Vous avez passé 2 jours sur le bateau dans des conditions difficiles? Oui, très difficile, quoi. Très, très difficile. Et puis, il n'y avait pas de manger aussi. Tout était presque fini, quoi. Ouais. Puisque manger qu'on avait pris, on pensait que une fois qu'on montait sur l'eau, peut-être à 24 heures, comme ça, on allait arriver dans des côtes européennes. Mais ça ne s'est pas prévu, quoi. Ça ne s'est pas passé comme on avait prévu, les gens. Donc, arrivé au bout du 2e jour, c'était insupportable, quoi. Voilà. Tout le monde essayait seulement de se jeter à l'eau avant que la mort vienne, je ne sais pas. C'était comme ça, quoi. Voilà. Mais on a pu rentrer, c'est l'essentiel maintenant, quoi. En Italie? Et vous êtes arrivé en Italie? Vous êtes arrivé où en Italie? J'ai un peu oublié la ville. Hein. Mais après, la première ville, c'était comme une île, quoi. Après, on nous a envoyés dans un endroit, à Napoli. Vous êtes d'abord arrivé sur l'île, après c'était en Sicile, c'est ça, en face? Oui. Après, il y avait un grand navire. Tu dis, ils nous ont envoyés. Qui est-ce qui vous a envoyé? Des gens de notre campo, non? Je sais pas, parce qu'il y a tellement de personnes qui divisent un peu les gens, quoi. Nous sommes mineurs, on nous a mis à côté. Et aussi des gens qui sont grands. C'est des Italiens qui ont fait ça? Oui, des Italiens. Il y avait aussi des grands qu'on les a mis de l'autre côté pour les envoyer différemment, quoi. Nous, on est restés ensemble. Et il y avait aussi des Tunisiens, il y avait plein de nationalités. Qu'on est restés ensemble. Après qu'ils ont envoyé des grands, ils sont venus nous chercher. C'est ça que nous aussi on est venus. On nous a envoyés dans un endroit à Napoli. Que des mineurs, donc tu étais avec des mineurs à ce moment-là. Oui. Et vous êtes parti à Napoli dans un centre avec que des mineurs aussi? Oui, il y avait que des mineurs là-bas aussi. Là-bas aussi, je suis resté quelques temps après. J'ai décidé de venir en France. Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté en Italie? Je sais pas, mais j'arrivais pas à supporter toujours et de rester, essayer d'apprendre une langue que je comprends rien dedans encore. Voilà.
Parce que moi, je suis d'un pays francophone, mais je préfère venir ici apprendre des choses que je connais pas que d'apprendre, je sais pas, le nom d'une cuillère en italien ou je sais pas, pourtant moi je connais le nom d'une cuillère c'est en français et tout. Voilà, donc pour cela, moi j'ai décidé de venir ici. Et comme j'aime aussi la France, voilà, donc je suis venu ici. Quand tu étais en Côte d'Ivoire, ton projet c'était de venir en France? Non, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je savais pas. Pour moi, c'était seulement de quitter le pays, quoi. Voilà. Et t'es arrivé à Marseille directement? Oui, je suis arrivé ici à Marseille directement. Arrivé à la gare, et j'ai demandé aux gens et on nous a montré, je sais pas, le conseil du département. On est venu ici, après on nous a envoyé vers la DAP 13, voilà, qui toujours ne fait pas ce qu'il doit faire, je crois, quoi. Ah bon? Ouais. Donc voilà, avec la DAP 13, c'est comme ça. Je suis revenu ici pendant plus de 3 mois. Le premier jour que je suis arrivé, c'était le 31 décembre. Voilà. Après avoir fait la première interview avec eux, ils m'ont donné une fiche. Et je suis resté comme ça pendant des mois. S'il n'y avait pas de squat, peut-être j'étais encore dehors, je sais pas. Il n'y avait personne pour nous donner à manger. Il n'y avait pas d'endroit où aller dormir et tout. Voilà. C'est comme ça avec la DAP 13 ans. Et après, donc, tu as été pendant 3 mois au squat Saint-Just ici? Oui, pendant 3 mois, j'étais au squat Saint-Just. Jusqu'au 4 avril, c'est ça? Ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 avril? Le 4 avril, ça trouvait que j'étais en ville. J'ai attendu qu'ils sont venus prendre presque tout le monde ici pour les envoyer dans des différents endroits. Et bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils disent qu'ils vont faire l'évaluation. Mais... Qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont faire l'évaluation. L'évaluation? Ouais. L'évaluation pour savoir si vous êtes mineur ou pas. Si nous sommes mineurs ou pas. Ouais. Donc là, t'es en attente encore. Oui, je crois bien, je suis en attente. Comment ça se passe dans l'hôtel où tu es? C'est dégoûtant, quoi, l'hôtel, c'est dégoûtant même, quoi. Moi, j'ai même pas envie de parler. Parce que là, ils nous ont mis à l'hôtel simplement comme ça, comme, je sais pas, dans des chiens qui sont en cage, quoi. Ils nous mettent, on ne voit personne. Et parfois, on ne se sent pas bien, on est malade, ils ne s'occupent pas de nous. Ils nous disent que, ouais, il faut que tu aies, je sais pas, l'avocat, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ça. Pourtant, la santé, ça passe en priorité, mais je sais pas c'est quoi leur rôle, quoi. Normalement, ils sont censés nous aider, mais ils ne font pas tout ça, quoi. Il y a personne qui s'occupe de vous dans les hôtels? Ouais, dans les hôtels, il y a parfois des gens qui viennent, disent qu'ils sont éducateurs ou éducatrices. Moi, je sais pas, on les voit qu'une fois par semaine ou je sais pas, une fois par mois, moi, je sais pas. En tout cas, c'est qu'ils essaient de revoir tout ça, quoi. Parce qu'on n'arrive pas à rester tranquille, oublier un peu tout ce qu'on a vécu. Parce qu'on ne parle avec personne, on est très isolé dans les hôtels, quoi. Ouais, c'est bizarre, quoi. Quand tu étais au squat Saint-Just ici, c'était différent? Ouais, c'était super différent, quoi. Ici, au moins, il y avait des gens qui nous écoutaient tout le temps, on discutait, ils nous apprenaient aussi le français et tout. Mais à l'hôtel, c'est différent, quoi. C'est différent. Il n'y a rien du tout, quoi. Et quand tu parles, on va te dire que tu as de quoi manger, c'est tout. Tu as de quoi manger, tu es un docteur. C'est bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'ils te disent? T'as de quoi manger? T'as de quoi manger, c'est-à-dire que tu peux pas manger, je sais pas, du kebab matin, non, du kebab à midi avec le soir. Et pour eux, c'est déjà beaucoup fait, quoi. Tu restes comme ça, sans suite, quoi. C'est ce que moi, j'imagine que c'est vraiment pas bien tout ça, quoi. C'est plus la de la nourriture survie, n'est pas alors. variée, rien du tout, on est là et ça donne des maux de ventre tout le temps des gens. Oh, c'est trop bizarre, quoi. Personne ne peut s'imaginer manger une seule nourriture pendant 1 mois ou pendant 2 ou 3 mois, je sais pas. Même si tu aimes, je sais pas, du caviar, tu ne peux pas manger ça pendant 1 mois ou 2 mois. Qu'ils essaient de faire tout ça parce que c'est horrible, quoi. Il y a pas de cuisine là où t'es, hein, c'est ça? Non, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien. Et vous pouvez manger que du kebab? Oui, oui. Parce qu'ils vous donnent de l'argent pour aller se manger Non, du il y a kebab? les tickets. Ah, carrément, c'est obligatoire de manger du kebab? Obligatoirement, oui. Tu n'as pas le choix. Hein. Si tu veux, pour ta survie seulement, tu es obligé de faire ça, quoi. On peut même pas prendre des légumes? Ça dégoûte tout le monde, quoi, ouais. Ça dégoûte tout le monde. Mais je sais pas. Je sais pas, on est là seulement comme ça. Hein. Il n'y a personne pour s'occuper de nous et ils ne sont pas en plus intentionnés. Ils viennent seulement. C'est comme si nous sommes des bois, quoi. Ils nous disent seulement ça. Et ils partent, quoi. Pourtant, quand on était à Saint-Just ici, avec des gens avec nous matin, midi et soir, puisque moi, je sais, mon parcours était très compliqué, difficile. Et ici, il y avait des stickers, il y avait des gens avec qui on parlait. Ça nous faisait oublier les soucis, oublier un peu tout ce qu'on a vécu.
et aussi essayer de nous mettre dans des bonnes conditions morales. Mais depuis qu'on est quitté ici, il y a plein qui ne se sentent pas bien du tout, quoi. Ouais. Et moi aussi, je me sens très mal, quoi. Abdoulaye, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Bah, ce que j'aimerais bien faire, c'est de continuer les études toujours ici, quoi. Voilà. Et peut-être devenir peut-être entrepreneur, peut-être demain, je sais pas. Mécanicien? Ouais, dans la mécanique, ouais. Parce que Mécanique j'aime navale? beaucoup ça. Oui. J'aime beaucoup ça, puisque mon oncle il faisait ça, donc c'est ça que moi j'aime ici, quoi. Et tu voudrais rester à Marseille et t'installer à Marseille? Ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais. Très bien. Merci beaucoup Abdoulaye. À vous également. Merci.